Garde à vous. Pour les drapeaux, repos. Pendant la lecture, vous irez vous asseoir. Voilà. Alors je vais vous lire tout d'abord l'hommage de Maryse Gavoury, donc épouse de Jean-François. Un succès majeur a été obtenu, venant couronner plusieurs mois et années de persévérance. Le 6 octobre 2011, M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, a dévoilé sur un emplacement tout à fait exceptionnel du cimetière du Père-Lachaise la première stèle dédiée par une institution française aux victimes de l'OAS. Il n'y avait pas de précédent. Elle en a constitué un. Ces mots, Jean-François les a écrits après l'inauguration de ce mémorial. Ce fut sans doute l'action dont il a été le plus fier depuis la création de l'Empromévo en avril 2006. Des amis et adhérents de l'association vont évoquer cette longue et courageuse aventure. Je voudrais, quant à moi, vous parler de l'époux qu'il a été et laisser Mathilde vous parler de son père. Déjà en 1978, lorsque nous nous sommes rencontrés, une grande complicité s'est installée entre nous, mais chacun construisait sa vie. Jusqu'à ce jour de novembre 1983, où nous nous sommes mariés. Une petite fille est née un an plus tard, dont il sera si fier tout au long de sa vie. C'étaient les jours heureux, des projets de vie, de voyage. Tous les ans, nous passions un séjour dans l'Isère, mon berceau familial. Et là, nous retrouvions avec bonheur des familles connues depuis mon enfance. Jean-François se détendait, appréciait les repas conviviaux, ne refusait jamais une part supplémentaire ni un verre de bon vin. Tout le monde l'avait adopté, l'aimait pour sa simplicité et sa joie de vivre. Et le Parisien, comme on l'appelait, était attendu chaque année. Ce furent des étés radieux. Je me souviens également de toutes ces rencontres au cours de cérémonies et de conférences dans différentes villes de France avec des militants passionnés qui ont enrichi notre existence et avec qui nous avons tissé des liens profonds d'amitié, comme nos rendez-vous de janvier à Alençon, si chers à notre cœur. Chacun appréciait sa ténacité, son engagement sans faille et son humour parfois féroce. Et quand les nuages se sont accumulés, que des êtres chers sont partis, il a été attentif, protecteur, ce qu'il est resté à mon égard jusqu'à la fin de sa vie. Homme de combat et de courage, il l'a été face à la maladie, depuis ce jour où le chirurgien a prononcé les mots qui tuent. C'est un cancer. Alors il a dit simplement à notre intention, « Ne vous inquiétez pas, je vais me battre ». Il aura tenu sa promesse durant 6 ans, des années où la vie a été la plus forte, malgré les soins et les contraintes qu'exigeaient les traitements, malgré les lueurs d'espérance succédant aux déceptions. Et c'est dans cette jolie ville d'Évian, où nous avions choisi de vivre, qu'un jour d'été finissant, il a déposé les armes. Que celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de cette cérémonie trouvent, dans ces quelques lignes, l'expression de notre profonde gratitude. Sachez que nos pensées ne vous quitteront pas tout au long de cet hommage et que je me souviendrai avec nostalgie et beaucoup d'émotion des repas conviviaux que nous partagions au Ramu. Je sais que la plupart d'entre vous vont poursuivre ce combat et lutter contre l'injustice, l'inversion des valeurs et l'oubli d'une mémoire. J'étais tellement fière de lui. Aujourd'hui,
Grâce à vous, je suis fière pour lui. Je vous remercie. Voilà, c'était l'hommage de Maryse. L'hommage de leur fille Mathilde. Mathilde Gavoury. Depuis le 3 août dernier, nous avons reçu et lu, ma mère et moi, de magnifiques témoignages et hommages en l'honneur de mon père. Je savais qu'il était apprécié, admiré pour tout ce qu'il faisait, ce qu'il était, pour son combat. Mais ces mots, sans pour autant atténuer notre douleur, sont réconfortants. Quelle fierté pour moi, sa fille, de savoir à quel point il était reconnu pour ses valeurs, pour ses actions. Je ne suis malheureusement pas présente aujourd'hui avec vous, mais mes pensées vous accompagnent. Savoir que son combat perdurera est rassurant pour nous, et je me dis que cela le fait vivre à travers nous. Je voulais aussi rendre hommage aujourd'hui au couple formé par mes parents, un véritable modèle. Au cours des années, au gré des épreuves, ils se sont mutuellement épaulés. Ils ont toujours été présents l'un pour l'autre et tous deux tellement présents pour moi. Je me rappellerai toujours un père aimant, complice, drôle, exigeant, attentif, sachant si habilement manier la langue française avec un style bien à lui. J'ai eu la chance de partager d'innombrables moments heureux avec mes parents. Ces souvenirs sont à tout jamais ancrés dans ma mémoire. Mon père fut également un grand-père attentionné, si fier de ses deux petites filles. La présence de Lucie, née quelques mois après l'apparition de la maladie, a illuminé sa vie et l'a guidée dans sa lutte. Rencontrer Alice, née il y a presque un an, a été pour lui un cadeau inespéré, une source d'espoir. Dans 4 jours, nous fêterons la première bougie d'Alice. Je veux croire que papa sera là quelque part avec nous. La vie de mon père n'a, bien évidemment, pas été suffisamment longue à mes yeux, mais il a su pleinement la remplir. Merci à vous tous de l'honorer aujourd'hui. L'Entremévaux a perdu son président, la FNACA, un ami et un compagnon de route. En ce 6 octobre, nous sommes réunis comme chaque année, mais cette année, l'hommage à la mémoire des victimes de l'OS est aussi celui que nous rendons à Jean-François Gavoury, militant d'une cause qui lui était chère. Au nom de notre fédération nationale, représentée ici par Jean Le Saou, vice-président national, je salue celui qui n'a jamais cessé de combattre pour préserver la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. La FNACA a toujours dénoncé les actes de barbarie, quels qu'en soient les auteurs, quels qu'en soient les responsables et quelles qu'en soient les circonstances. Avec Jean-François, si nous n'étions pas de la même génération, nous avions en commun d'avoir vécu la même tragédie. Ce lien nous a unis et nous a conduits à mener ensemble le combat contre l'oubli et cultiver la mémoire individuelle et collective. Nos parcours d'hommes sont intimement liés. Le père de Jean-François avait 50 ans lorsqu'il fut assassiné. Premier fonctionnaire tué par l'OS, serviteur de l'État, loyal envers la République. Jean-François en fut l'héritier, tant dans sa vie professionnelle, personnelle qu'associative. Dans ce contexte d'une guerre qui ne voulait pas en avoir le nom, si nous pouvions comprendre le désarroi d'hommes et de femmes obligés de quitter leur pays, si nous pouvions comprendre le désir d'indépendance d'un peuple, rien ne pouvait justifier le terrorisme et le barbarisme. À 20 ans, nous avons vu périr des camarades, être mutilés physiquement et marqués psychologiquement. À 11 ans, Jean-François a vécu la perte brutale d'un père. Ce sont des chemins qui se rejoignent pour ces centaines de milliers de jeunes, pas encore des hommes, pour ce jeune adolescent, pas encore un jeune homme. Ils seront marqués à vie de ce drame qui germera et d'où germera leur engagement futur. De jeunes soldats, entraînés dans un conflit qui les dépassait et qui a duré près de 10 ans, ont eu à subir des actes inconsidérés, inadmissibles, d'extrémistes, alors qu'ils assuraient aux populations menacées une sécurité à la hauteur de ce qui leur était dicté. Jean-François ne pouvait accepter que ces faits restent considérés comme le résultat logique de tous les conflits.
Pour lui, l'oubli ne pouvait exister. Pour lui, le pardon n'avait pas de sens. Il avait hérité de son père son sens de la justice, de la vérité, de la loyauté, attaché aux valeurs républicaines. Le sort réservé aux terroristes qui les conduisit pour la plupart à une amnistie ne pouvait révolter l'homme, esprit de justice, d'honnêteté et d'équité. Il engagea un combat inlassable afin que le droit des victimes soit reconnu et s'exprime en toute clarté et sans concession. Son acharnement porta ses fruits. Il fut le cofondateur de l'Empromevo, l'artisan pugnace d'une lutte qui conduisit à l'édification de cette stèle symbole et à faire obstacle à tout révisionnisme, à toute nostalgie, à toute falsification de l'histoire. Jean-François était un militant dans toutes les nouvelles du terme. Je vous remercie. Le 14 avril 1961, une bombe au plastique placée devant le domicile du commissaire principal de la ville d'Alger, Roger Gavoury, explosa sans faire de victimes. Roger Gavoury, homme probe, républicain, légaliste, attaché à sa mission, fut l'un des premiers Français ciblés par une organisation terroriste, l'organisation armée secrète OAS, sur la terre algérienne. Cela restera à jamais son honneur. Cet avertissement du 14 avril 61, mot sinistre, n'ayant donné aucun résultat, un commando de lâches assassina le commissaire à son domicile à coups de poignard. C'était le 31 mai 1961. Cet acte, cruel hommage rendu à l'efficacité selon la formule de l'historienne Anne-Marie Duranton-Crabol, cet acte se voulut avertissement à tous ceux qui s'opposaient à l'action de l'organisation. Le 4 juin 1961, un tract renéotypé, signé OAS, sous-secteur Alger-Ouest, fut distribué dans diverses boîtes aux lettres d'Alger. Citation: le commissaire divisionnaire Gavoury, chargé du commissariat central d'Alger, a été exécuté le 31 mai 61. L'organisation armée secrète l'avait jugé pour crime de haute trahison, pour arrestation et sévices sur la personne et les biens des patriotes, pour complicité dans la liquidation de la présence française au Maroc, pour complicité avec le régime, notamment en procédant à l'épuration des patriotes dans la police algéroise. Fin de citation. Ce que ce tract appelait épuration était en fait un combat politique. Ceux qui le nommaient, ce tract, patriotes, étaient des factieux dressés contre l'inéluctabilité de la décolonisation. Le remplaçant de Roger Gavoury, je le signale au passage, le commissaire Alexis Goldenberg, sera à son tour assassiné le 20 septembre suivant. Ce 31 mai, le destin de Jean-François, 11 ans à ce moment, bascula. Son combat, celui de toute une vie, fut à deux faces indissociables. Première face, pour la vérité sur la vie de son père et pour la mise en lumière de ce crime. Son ami, notre ami Jean-Philippe Oulaoudia, lui proposa une tribune dans son livre « La bataille de Marignane », publié par notre autre ami Michel Reynaud. Il me fit également, Jean-François, l'honneur de rédiger une notice complète sur ce drame dans l'encyclopédie de la colonisation française que j'ai la lourde tâche de coordonner. Mais son combat, seconde face, porta bien au-delà de son drame personnel. Jean-François devint un des combattants infatigables contre la résurgence de l'exaltation de l'Algérie française, un ennemi du ventre fécond d'où renaît hélas en permanence la bête immonde. Il le fit avec détermination et un courage physique jamais démenti. Avec Jean-Philippe, Françoise, ici présente, et avec bien d'autres, nous avons été ses compagnons et n'avons même parfois été obligés de freiner son ardeur que je qualifierais de juvénile, comme ce 26 mars au pied de l'Arc de Triomphe, où il fallut littéralement le ceinturer pour l'empêcher d'aller au-devant des négationnistes, dont certains assassins de l'OAS qui paradaient ce jour-là. Ou comme cette réunion que nous tîmes ensemble à Béziers, la ville de Ménard, pour parler encore inlassablement de l'OAS. Face à un public acquis, heureusement, mais où se démenèrent quelques anciens activistes qui, un comble, nous traitèrent de complices des égorgeurs du FLN. Ou encore cette fois dans un climat apaisé et respectueux lors de l'hommage annuel à la mémoire d'Alfred Lecusseul à Alençon. Jean-François, nous n'oublierons pas ton combat qui reste le nôtre. Nous resterons toujours aussi attentifs à toutes les manifestations de travestissement de l'histoire, cette pratique qui a de si funestes conséquences dans la vie politique de notre pays.
plus de 60 ans après la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Lutter contre la réhabilitation de l'OAS est également indissociablement lutter contre la théorie du grand remplacement, contre le racisme ouvert ou rampant pour une société fraternelle. Merci pour ce que tu as fait, Jean-François, et une pensée affectueuse de nous tous pour Maryse et tes proches. Merci. Roger Gavoury avait été sauvagement assassiné à Alger par l'OAS le 31 mai 1961. Il était une des premières victimes de l'organisation terroriste qui tua plus de 2700 fois et fit des milliers de blessés. La plupart des tueurs et de ceux qui avaient armé leurs bras bénéficièrent des lois d'amnistie et finirent par couler des jours paisibles. Mais des idées colonialistes, racistes, fascistes n'avaient pas disparu par décret. Les pouvoirs publics n'ont pas hésité à décorer des criminels à plusieurs reprises. D'anciens putschistes, comme récemment un certain Joseph Estoupe, ont été élevés au grade de commandeur de la Légion. En homme d'honneur et de conviction, a passé une partie de sa vie d'homme avec courage, pugnacité et détermination à la défense de la mémoire des victimes de l'OAS, en y mettant toutes ses compétences dans une vigilance sans faille. Depuis Alençon, nous avons fait appel à lui en 2012 à l'occasion du cinquantenaire de la mort d'Alfred de Cussol, assassiné le 3 janvier 1962 par des tueurs de l'OAS venus d'Alger. Depuis, Jean-François et son association Lampromévo n'ont jamais cessé de nous apporter leur aide dans les recherches et manifestations, les conférences que nous faisions à Alençon. En présence du député maire d'Alençon, Jean-François avait suggéré l'idée d'ériger une stèle en hommage à la mémoire d'Alfred Le Cussol. Cela a été réalisé au bout de la rue où habitait Alfred Le Cussol, qui aboutit sur le parvis de la gare d'Alençon, d'où se sont enfuis les assassins. Cette stèle a été inaugurée en octobre 2012, en la présence de Jean-François et des amis de Max Marchand et Mouloud Ferraoun. Elle a été ensuite vandalisée 8 fois et maintenant réinstallée dans un endroit sécurisé. Chaque année, dans la première semaine de janvier, Jean-François et son épouse venaient à Alençon pour célébrer devant la stèle la mémoire d'Alfred Le Cussol. Jean-François y prononçait ses vœux en sa qualité de président de Lampromévo. En janvier 2023, Jean-François était venu courageusement malgré sa maladie. Rendre hommage aujourd'hui aux engagements de Jean-François, à son courage, nous impose de suivre l'exemple qu'il a donné en faveur de la vérité, de la justice, de la paix, de l'humanisme, mais aussi de combattre contre les monstres qu'engendre le sommeil de la raison, comme écrivait Francisco Goya. Rendre hommage à Jean-François, c'est aussi honorer sa qualité d'écoute et d'attention aux autres, tous ces moments d'échange et de partage dans une convivialité heureuse. Au cours de la première semaine de janvier des années à venir, nous essaierons d'être fidèles à la tradition, d'associer le souvenir des drames du passé au combat du présent. Nous avons eu la chance de connaître Jean-François, nous lui exprimons toute notre gratitude et toute notre amitié. Nous souhaitons à Maryse de trouver avec sa famille et ses amis la force de surmonter ces douloureuses séparations et nous l'assurons de toute notre affectueuse sympathie. Alors, je voudrais vous dire deux mots de la députée d'Alençon qui assiste aux cérémonies au mois de janvier à Alençon et qui m'a répondu en lui apprenant le décès de Jean-François. C'est une triste nouvelle et je tiens à vous adresser mes meilleures pensées à un moment où vous perdez un ami qui a œuvré avec énergie pour faire reconnaître les victimes des crimes de l'OAS. J'ai eu cette chance de le rencontrer aux cérémonies d'hommage à Alfred Le Cussol. Je pense à tous les membres de l'Association nationale pour la protection des victimes de l'OAS et à leur engagement contre le racisme. Le travail de mémoire et d'histoire doit se poursuivre. Merci à vous, à tous vos amis, pour votre perpétuel combat que je soutiens. Chantal Jourdan.
j'ai commencé par penser à Maryse. Nous avons toujours vu Maryse aux côtés de Jean-François au cours de ces années de lutte. Elle n'est pas présente ici le 6 octobre 2023, pour la première fois depuis l'érection de la stèle, obtenue au prix d'un long effort de plaidoyer et de démarche par l'union des deux associations sœurs, la Cadette et l'Aînée, les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons, et l'Empromez-vous. Nous respectons son chagrin et les raisons qui éloignent la famille de cette cérémonie. Absente, je n'ai pas à craindre de la troubler si je la salue en premier lieu. Une fois n'est pas coutume, mais s'il faut désormais compter avec les femmes. Je rappellerai son dévouement entier à l'association fondée par son époux et à la cause qu'elle a portée, la protection de la mémoire de toutes les victimes de la violence d'une organisation criminelle, l'OAS. Maryse Gavoury a été toute gentillesse et attention pour chacune des porteurs et porteuses de cette mémoire douloureuse. Elle a incarné la mesure et l'humanité qui devrait s'imposer à tout engagement politique en démocratie, surtout quand on en attend des effets réparateurs. Elle a fait preuve d'abnégation. Il en faut certes à tous les militants, mais plus encore aux compagnes et compagnons de militants et militantes. Elle était elle-même pourtant prise dans de vrais soucis de santé. En ce jour du 6 octobre 2023, son propre deuil est ravivé par notre commémoration annuelle, mais je ne doute pas qu'elle pense à l'aventure entière et collective. Car depuis les premiers jours, en prenant Jean-François pour époux et en entrant dans sa famille, elle aura bien pressenti la profondeur des blessures de la guerre et pensé aux vies brisées ou bouleversées qui en portent la marque sur plusieurs générations. L'histoire des individus, comme celle des nations, ne peut souvent, hélas, se comprendre sans la connaissance des guerres et le respect de toutes leurs victimes. Jean-François Gavoury, l'assassinat de son père, traumatisme de son enfance entrevu et reconnu comme tel par lui tardivement, fut vécu, certes, à la distance raisonnable qu'on ménage aux enfants et n'aura donc pas empêché, tout d'abord, que Jean-François aimât la vie, son intensité et sa libre respiration au grand air. Ainsi a-t-il longtemps pratiqué la moto, par exemple. Il appréciait et il aura apprécié jusque dans la maladie les plaisirs gourmands. Il a aimé être père et aura pu connaître par 2 fois le plaisir d'être grand-père. Au dernier des cours de sa vie, la fraternité lui était manifestement précieuse, particulièrement celle des amis de la FNACA et des camarades d'Alençon, sans exclusive du côté féminin. Par-dessus tout, semble-t-il, il a éprouvé la fierté d'avoir gagné sa place dignement dans ce pays de France, à la suite de son père, le commissaire Gavoury. La mémoire familiale, le statut de pupille de la nation, lui rappelait en tout honneur cette figure du service public, loyal et courageux, se représentant d'un ordre qui s'efforçait à une certaine humanité. Jean-François s'est préparé et formé en toute connaissance de cause au service de la République et de sa patrie, une seconde mère. Il aura donc fallu le retour en puissance des factieux, favorisés en haut lieu, comme les historiens nous l'apprennent, au début des années 2000. Il aura fallu le scandale des réhabilitations, des discours et des actes révisionnistes relayant sur le terrain de l'Algérie d'autres tentatives récurrentes du fascisme relevant sa laide tête aveugle pour qu'avec la nécessité de protéger la mémoire de toutes les victimes de l'OAS, s'impose à lui un nouveau devoir, en appel au plus profond de son cœur. C'est alors que sa trajectoire s'infléchit avec la création de l'Empromez-vous. Dès lors, Jean-François aura été directement et personnellement confronté à la haine. De plus, en 2009, il lui aura fallu entendre rappeler en cour de justice, le détail de l'exécution de son père. Il est aisé d'imaginer le choc.
Avec lui, Lampromévo s'engagera davantage encore, les révisionnistes ne désarmant pas, auprès de ceux qui portent la mémoire entière de la guerre, historiens et militants. L'association venant à soutenir par exemple les revendications concernant le 17 octobre 61 ou le 8 mai 45, et bien sûr appelant et travaillant au rapprochement des deux communautés algériennes et françaises. Avec son aîné Jean-Philippe Ouldaoudia, qui fut un temps secrétaire général de l'association créée en 2006, avant de devenir le président des Marchands Feraoun, vivant la lutte côte à côte, Jean-François Gavoury aura donc connu, avec certaines de ses satisfactions, les difficultés du militantisme et de la présidence d'association. Car hautement compétent, administrativement et juridiquement, armé pour l'argumentation, l'expression, la diffusion, courageux, capable de faire front, il n'était pas forcément préparé à déléguer et s'appuyer sur un collectif, outre que les victimes de l'OAS n'étaient pas non plus des plus aptes. Avec la rage froide qu'il mettait très élégamment à ce combat, au prix de l'engagement physique qu'il apportait sans faiblir en réponse aux provocations et entreprises concrètes, il aura bataillé, espéré, se sera indigné, illusionné sur la réactivité de la grande machine administrative et politique ou sur la sympathie de telle ou telle personne nouvellement rencontrée. Mais heureusement, il eut lieu parfois de se réjouir avec tous, sans arrière-pensée. En tout cas, il aura vécu au plus profond toutes sortes d'affects en montagne russe qui fatiguent le militant en général et le président particulièrement, sans se décourager. Aux yeux de la vieille dame que je suis, Jean-François avait quelque chose d'un grand garçon, bien élevé, fort intelligent, parfaitement instruit pour servir au mieux la République et l'honorer en pupille de la nation reconnaissant, foncièrement honnête, digne fils du commissaire Gavoury, son père. Sa lutte pour la protection de la mémoire de toutes les victimes de l'OAS lui aura fait vivre des alliances et des amitiés qu'il n'aurait pas rencontrées sur son chemin de haut fonctionnaire. Je suis persuadée, pour l'avoir observé, que cela lui aura été une ultime leçon, mais surtout qu'il en a été heureux, puisqu'il a su manifester à plus d'un en retour, au-delà de la simple affabilité, sa gentillesse et son amitié. Lecteur et observateur souvent satisfait des réactions algériennes, exprimées par exemple par le canal d'El Ouattane, il a partagé le désir de paix entre nos deux peuples. Puis est venue la maladie, à l'origine peut-être de certaines impatiences et maladresses, mais là encore, Jean-François Gavoury a été et restera pour nous, en images et en actes, en plus d'un parfait exemple de piété filiale, un incroyable, un insolent, un beau et dédaigneux lutteur, inscrit dans la lignée des résistants et résistantes qu'il saluait à l'occasion du décès d'Huguette Azavan en 2018, motivé par la cause commune. Je souhaite à Maryse de trouver dans cette mémoire, ainsi qu'auprès de ses enfants, petites filles, parents et amis fidèles, l'adoucissement de ce moment cruel, ainsi que du souvenir de la tragédie algérienne qui brisa tant de vies. Car au final, nous sommes là, devant la stèle, la première historiquement dédiée à la mémoire de toutes les victimes de l'OAS, j'ajoute, et de la guerre, obtenue au prix d'un effort collectif où Jean-François a magnifiquement tenu sa partie. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, dont il faut relire le très beau discours, l'inaugura. Les passants désormais peuvent s'y arrêter. Nous pourrions songer plus souvent à l'honorer d'une visite, d'un moment de recueillement, de quelques fleurs offertes à tous, à Jean-François. La mémoire vit ainsi, bien gravée dans la pierre. Elle se transmet, se cultive et s'enrichit pour peu qu'on ait planté, semé en terre humaine. Je veux m'associer tout d'abord à l'hommage que mes prédécesseurs ont fait. Jean-François était très apprécié par les membres du conseil d'administration du comité Vérité et Justice pour Charonne,
auquel il participait depuis de nombreuses années. Au-delà des réunions, j'avais avec Jean-François de nombreux échanges téléphoniques, très utiles, sur nos objectifs et sur leur mise en œuvre. L'OAS a commis des centaines d'attentats et assassinats qui firent des milliers de victimes en France et en Algérie. Elle a été créée par les ultras de l'Algérie française et de l'extrême droite, conduite par Le Pen. L'idéologie de l'OAS est toujours présente, comme le rappelait Jean-François dans son exposé à YouTube en novembre dernier. Ainsi, près d'une centaine de stèles, de plaques commémoratives et de dénominations de rues à la gloire des assassins de l'OAS existent dans différentes villes dirigées par le Rassemblement national et la droite extrême, notamment au sud de la France. Parmi celles-ci, celle de Perpignan, qui rend hommage aux assassins du commissaire Gavoury, assassins qui furent condamnés à mort et exécutés. Avec les généraux et officiers factieux, ils organisèrent le putsch d'Alger en avril 1961 pour instaurer un pouvoir autoritaire, poursuivre la guerre d'Algérie et s'opposer au droit à l'autodétermination des Algériens, alors que 75% des citoyens français s'étaient prononcés favorablement à ce droit par référendum. L'OAS, organisation criminelle, commit également un attentat au Petit Clamart contre le président de la République Charles de Gaulle, auquel il a échappé. Aujourd'hui, le président de la République annonce la création d'une fondation pour les harkis. Mais comme Jean-François l'exposait dans son exposé à YouTube dont j'ai fait référence, il regrettait qu'un hommage aux victimes de l'OAS n'ait pas encore été rendu au sommet de l'État. C'est à l'initiative de Jean-François que cette stèle devant laquelle nous sommes a été érigée par la ville de Paris et inaugurée par le maire de l'époque, Bertrand Delanoë. De même que c'est la ville de Paris qui a rendu hommage aux victimes du massacre au métro Charonne en dénommant le carrefour de la rue de Charonne et du boulevard Voltaire place du 8 février 1962. Je veux rappeler que ce jour-là, une charge brutale d'une unité spéciale de la police fit 9 morts et des centaines de blessés, alors que se disloquait une manifestation contre les attentats de l'OAS. La veille, le 7 février, 10 attentats furent commis par cette organisation criminelle contre des personnalités qui étaient favorables au droit à l'autodétermination du peuple algérien, parmi lesquels le ministre de la Culture André Malraux, Raymond Guyot, dirigeant du PCF et sénateur, l'écrivain Vladimir Posner, Jean-Paul Sartre, Georges Védel, professeur à la faculté de droit. Parmi les blessés, l'une des victimes fut une fillette de 4 ans, Delphine Renard, devenue aveugle. Cette brigade spéciale de la police était sous les ordres du préfet de triste mémoire, Maurice Papon, et l'autorité du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre. La responsabilité de l'État doit donc être reconnue. Rendre hommage aux victimes du massacre du 8 février 1962 et aux victimes de l'OAS, c'était le même combat de Jean-François. Merci de votre écoute. Alors, je vais lire quelques témoignages. Le choix que j'ai fait est nécessairement subjectif, car faute de temps, aujourd'hui, je ne peux les citer tous. Je commencerai par un témoignage d'Henri Pouillot, qui est secrétaire général adjoint de l'Ampromévo, et qui écrit « Cet hommage à Jean-François est super légitime et son combat mérite d'être mémorisé dans cette période de réhabilitation de l'OAS que nous vivons. » Henri Pouillot
a joint à son message un document personnel intitulé « La réhabilitation de l'OAS est en cours », dans lequel il fait référence à certains événements relativement récents, voire très récents. J'en citerai quelques-uns très rapidement. La décoration en 2011 dans l'ordre de la Légion d'honneur de Jean-François Collin, qui fut président de l'ADIMAD, décoration fort heureusement cassée par le Conseil d'État. La remise de la Grande Croix de la Légion d'honneur à Élie Denoy de Saint-Marc, le 14 novembre 2011. Rappelons que M. de Saint-Marc fut certes ancien déporté, ancien résistant, mais aussi un participant actif au putsch d'avril 1961, pour lequel il fut condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Plus près de nous, la réception à l'Élysée le 30 septembre 2021 de 18 jeunes descendants d'acteurs de la guerre d'Algérie, dont l'arrière-petit-fils du général Salan, mais pas de descendants de victimes de l'OAS, bien sûr. La remise le 30 avril 2022, vous y avez fait allusion, M. Kuckerman, de la décoration de commandeur de la Légion d'honneur à l'ex-capitaine de la Légion étrangère Joseph Estoup, qui avait lui aussi participé à ce putsch d'avril 1961 et avait été condamné à de la prison avec sursis et déchu de ses décorations. Et plus récemment encore, la nomination de Mme Patricia Miralles comme ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire, le 4 juillet 2022. On ne peut évidemment faire le reproche à Mme Miralles d'avoir comme père un ancien responsable de l'OAS. Mais on peut s'interroger et même s'indigner sur le choix qui a été fait par le président de la République et la première ministre de cette personne pour diriger le ministère des Anciens Combattants et de la Mémoire. Henri Pouillot signale dans son texte que le 5 juillet, donc le lendemain de sa nomination, le président Macron a fait déposer une gerbe au pied du mémorial du quai Branly. Sa nouvelle ministre était présente. Elle y a déposé elle-même aussi une gerbe. Sur sa page Facebook, elle publie des photos la montrant en train de discuter avec le sourire avec des nostalgiques de l'OAS. Henri Pouillot termine en nous disant « Ce 6 octobre, je serai avec vous par la pensée pour ces commémorations. Ce combat me tient tant à cœur. » Je citerai un court témoignage de Nicole Babatz. Je connaissais Jean-François Gavory, pas seulement en tant qu'adhérente de l'Ampromévo, mais en tant que militante de plus de 20 ans de l'association Agir contre le colonialisme aujourd'hui, l'ACA, où elle a effectué un travail de mémoire sur les soldats du refus. Autre témoignage de Joseph Mariotti. Nous nous connaissions avec Jean-François depuis plusieurs années. Il était venu à Nice pour une conférence et nous ne manquions pas de nous rencontrer lors de mes déplacements à Paris. Et il nous rejoignait toujours le 10 août à l'Arc de Triomphe lors de la commémoration de la grève insurrectionnelle des cheminots de 1944. Témoignage qui était organisé par l'association L'Ancac. J'ai beaucoup d'admiration pour le combat qu'il a mené de toutes ses forces. Souvent nous en discutions, et par l'homme exceptionnel qui m'a donné son amitié. Autre témoignage encore, Pierre-Yves Gentini. Le choc. Mon dernier mail envoyé à Jean-François remonte au 5 mai. Le hasard faisant que pendant mon enfance, lors des vacances, nous venions d'Algérie et les passions à Thonon-les-Bains. C'est dire qu'Évian m'est familier. Dans sa réponse, Jean-François me disait avoir vu la maison familiale. Je connaissais Jean-François car mon père était lui-même commissaire et il avait enquêté sur l'assassinat du commissaire Gavory. Nous nous étions rencontrés à Marseille lors d'une conférence qu'il donnait sur ces événements douloureux, puis à Perpignan et nous avions devisé. Dès lors, une sympathie mutuelle s'est établie. Je le savais malade, mais sa disparition m'a profondément attristé et je regrette infiniment de ne pouvoir me déplacer à Paris pour un ultime message.
Edgar Bunales, ou Bunalé, je ne sais pas. Je voudrais simplement et très modestement témoigner du plaisir que j'ai eu de côtoyer cet homme au point de m'en sentir grandi. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire. Je préside moi-même, c'est M. Bunales qui s'exprime, je préside moi-même depuis plus de 30 ans l'association amboisienne Mémoire de Charonne, Édouard Le Marchand, un ami et camarade assassiné au métro Charonne le 8 février 1962, alors que j'accomplissais mon service militaire. Notre rapprochement s'est fait tout naturellement après la création du comité Vérité et Justice pour Charonne, à laquelle j'ai participé avec Huguette Azavant, qu'il appréciait particulièrement. Je l'ai accompagné également à Évian lors de sa première rencontre avec le maire, en vue d'une commémoration de l'avenue du 19 mars 1962 et le rappel de l'assassinat du maire Camille Blanc pendant les négociations le 31 mars 1961. Avec ma femme, nous étions avec lui et Jean-Philippe Hould à Audia, à Alençon, pour l'inauguration de la première plaque commémorant l'assassinat Alfred Locussol. C'est pour dire que j'appréciais Jean-François comme un ami très cher, dont les épreuves de nos vies avaient distendu les relations. Autre témoignage, celui de Safia Amouten et Thierry Basset, qui sont deux membres fondateurs de l'Ampromévo. Thierry Basset explique que l'Ampromévo est l'association des amis de Max Marchand, Mouloud Feraoun et leurs compagnons lui ont permis de faire son deuil d'un père qu'il avait perdu à l'âge de 7 ans et même de lui redonner, écoutez ça, de lui redonner de l'honneur. Tous deux, le couple Gavory et ce couple, donc Safia Thierry, avaient l'habitude d'échanger avec Jean-François à 2 dates précises chaque année, le 15 mars et le 14 juillet, et ils ont souhaité vous faire partager leurs derniers échanges avec Jean-François. Le 15 mars, c'est la date anniversaire de la mort des pères de Safia Amouten et de Thierry Basset à Château-Royal, le 15 mars 1962. Je vous lis donc le message que Jean-François a adressé à Thierry et Safia le 15 mars dernier. Ma si chère Safia, mon bon Thierry, j'ai reçu ce 15 mars la dernière chimiothérapie francilienne. Maryse et moi, nous nous installons en ex-région Rhône-Alpes à partir du 28 mars, pas n'importe où, à Évian-les-Bains, figurez-vous. Inutile, je pense, de vous dire combien j'ai pensé à vous deux en cette journée de funeste anniversaire. Maryse et moi, vous redisons notre affection et vous embrassons. La deuxième date où ils avaient l'habitude d'échanger, c'était le 14 juillet. Pourquoi le 14 juillet? Parce que c'était l'anniversaire de Safia Amouten et un clin d'œil, bien sûr, à la fête nationale. Je vous lis là encore le message de Jean-François du 14 juillet, 3 semaines avant sa mort. Maryse et moi, vous imaginons de retour en Dauphiné. Nous vous adressons nos rituels pensées du 14 juillet, gâteau aux noix et petits verres de chartreuse verte de rigueur. De mon côté, le temps va me manquer pour profiter pleinement de notre nouvelle vie à Évian et de notre vue ouverte sur le Léman. Une insuffisance rénale très sévère me condamne. J'ai lutté, mais je capitule à bout de force. Continuez tous les deux à vous aimer, à aimer la vie, à porter haut le souvenir de nos victimes, nos étant écrit en majuscule, avec toute mon affection. Thierry et Safia, qui alternent leur vie entre l'Algérie et la France, qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui parce qu'ils sont en Algérie, tiennent aussi à rappeler, comme Grenoblois, la plaque mémorielle qui a été apposée au cimetière du Touvet, où est enterré un des meurtriers du père de Jean-François, et qui constitue une des autres réussites du combat qu'il a mené. Cette plaque, comme la plaque devant laquelle nous célébrons cet hommage, rend hommage elle aussi à toutes les victimes civiles et militaires de l'OAS. Et je terminerai par les derniers échanges que mon épouse Geneviève, fille du commandant Marcel Bourgogne,
qui fut assassiné par l'OS en avril 62 à Alger, et moi avons eu avec Jean-François. Nous lui avions adressé un message lui demandant quelles étaient ses intentions pour la cérémonie du 6 octobre. Voici la réponse que nous avons reçue le 27 juillet. Cher Roger, chère Geneviève, l'échéance du 6 octobre est lointaine et même hors d'atteinte en ce qui me concerne. Sachez en effet que j'ai pris la décision en fin de semaine dernière de mettre un terme aux soins dont j'étais désormais l'objet à l'Institut de cancérologie d'Annecy. Mes reins sont en effet totalement délabrés et les cures de chimiothérapie sont devenues inopérantes. Je me résigne donc et capitule face à une maladie impitoyable. Les obsèques religieuses se dérouleront à l'église d'Évian-les-Bains. L'inhumation interviendra dans les 6 jours suivants dans le caveau familial. Sachez me pardonner pour la brutalité de cette annonce. Nous lui avons proposé alors de lui rendre une courte visite à Évian pour lui exprimer de vive voix notre reconnaissance pour le travail qu'il avait accompli pour l'Ampromévo, et il nous a simplement répondu « Chers tous deux, je préfère n'être pas vu dans l'état où je me trouve. Il me coûte de vous faire cette confidence, excusez-moi. » 2 jours plus tard, le 29 juillet, Geneviève lui a adressé ce dernier message. Cher Jean-François, ton message nous apprenant la victoire de ton cancer, malgré la résistance farouche que tu as livrée, me laisse sans voix. Je n'arrive pas à me faire à cette idée que je ne te reverrai plus. Cette nouvelle m'a anéanti. Tu étais si solide dans ta détermination à faire connaître les méfaits de l'OAS. Tu as réussi à obtenir des résultats qu'aucun d'entre nous n'aurait pu obtenir. Tu restes mon frère de combat, et en tant que fille de militaire, je sais ce que ces mots signifient. J'étais la plus incapable des membres de l'association sur le plan administratif, mais très fidèle au chef que tu étais pour moi. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour nous, oiseaux blessés par la vie. Je te remercie au nom de toute ma famille, mes frères, mon oncle Bourgogne et tous nos enfants et petits-enfants. Nous te suivrons bientôt, très affectueusement. Je n'oublie pas Maryse que j'embrasse dans ces jours si difficiles. Messieurs les représentants, les vice-présidents et présidents d'associations, Monsieur Pascal Joseph, représentant le maire du 20e arrondissement, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chers amis, le temps est venu d'honorer la mémoire de toutes les victimes de l'OAS, la mémoire en Algérie et en France des civils, militaires, élus, magistrats, fonctionnaires, défenseurs des institutions et des valeurs de la République, ce qui est la vocation de ce monument. Lors de son inauguration, Jean-François déclare « Sans doute aussi, cette stèle ne serait-elle pas née si un éditeur n'avait pas, le premier et le seul, sorti de l'oubli et de l'ombre les victimes de l'OAS en faisant se rencontrer leurs descendants et surtout en leur donnant la parole et la plume. Merci par conséquent aux éditions Tirésias et à Michel Reynaud pour qui le livre est mémoire. » Dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde le 16 septembre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale dit « L'écrit, c'est ce qui situe et ce qui reste.
je crois aux forces de l'écrit. Pour Jean-François et moi, notre premier combat pour la défense de la mémoire de toutes les victimes de l'OAS a été notre farouche opposition à l'élévation dans le cimetière de Marignane du premier des monuments honteusement dédiés à la gloire de tueurs multirécidivistes, assassins entre autres, de 6 dirigeants des centres sociaux éducatifs parmi lesquels mon père, ainsi que ceux de Jean-François. La bataille de Marignane, c'est le titre donné au livre publié aux éditions Tirésias. Après Jean-François, Jean-Philippe, Michel Reynaud vous remercie. Ce sera le premier des violents affrontements contre ceux que Germaine Tillon a qualifiés de singes sanglants qui font la loi à Alger. Confutatis, maledictis, flammis acribus addictis, à tous ces singes sanglants. Pierre Jox, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'Intérieur, écrit dans la préface de la bataille de Marignane: il y a pourtant un devoir de mémoire à l'égard des hommes et des femmes qui, après avoir passé leur vie au service de la collectivité, dans l'enseignement, dans l'administration publique ou dans la police nationale, ont été tués par des traîtres. Mais alors, s'est interrogé Bertrand Delanoë ici, en octobre 2011, et je reprends les termes de son interrogation: pourquoi est-ce si dur de rendre hommage aux victimes de cette organisation terroriste et criminelle qui a voulu renverser la République? Alors oui, bien sûr, le chef de l'État a rendu aux familles Audin et Boumedienne. C'est bien. Il a aussi rendu aux harkis et à leurs familles, avec l'engagement de leur verser une indemnité dérisoire en comparaison des 1 295 € par trimestre versés aux terroristes durant leur passage dans l'OAS, grâce à une loi votée en février 2005. Ce n'est pas l'historien ici présent qui me contradira. 1 000 € par année dans les camps pour les harkis, 1 295 € par trimestre pour les gens de l'OAS. Le chef de l'État a même déploré la mort des manifestants le 26 mars 1962 rue d'Isly à Alger. Ces gens ont obéi à un mot d'ordre de l'OAS. Ils ont été tués parce que le bataillon qui était là a été pris sous le feu de tirs ennemis. Des gens qui voulaient tuer nos soldats, les soldats ont répondu. Faut-il alors que se contenter de l'hommage rendu aux 6 dirigeants des centres sociaux éducatifs par notre ambassadeur à Alger le 15 mars 2022 et le 19 mars 2022 par le président de la République lui-même à l'Élysée? J'y étais. Certes, ces 2 gestes méritent remerciement, bien entendu, et nous le faisons encore ici, solennellement, devant le seul monument qui honore en France et en Algérie la mémoire de toutes les victimes de l'OAS. Serait-il raisonnable d'accepter que toutes les autres victimes soient oubliées par l'État? Ici même, Jean-François les a chiffrées, a donné le chiffre 2700 selon les estimations d'experts appartenant à la Société française d'histoire de la police. Accepter? Non, non, je n'accepte pas. Assurément, non. Pourquoi se refuser, mesdames et messieurs, à honorer tous les officiers supérieurs, 8 fidèles au drapeau, lâchement abattus par des traîtres, et parmi eux, le commandant Marcel Bourgogne, votre père, je la cherche du regard, chère Geneviève. Hommage a bien été rendu aux supplétifs. Pourquoi ne pas honorer leurs supérieurs officiers? En quoi est-il gênant d'honorer 6 petits gars du contingent, abattus à bout portant, pour avoir refusé de livrer à des traîtres les armes que la France leur avait confiées pour les défendre? Ces jeunes appelés sont l'exemple même de la fidélité à la République jusqu'à la mort, même sous la menace des fusils posés contre leur poitrine. Mesdames et messieurs, 190 policiers, 90 officiers de police ont été lâchement abattus par l'OAS. On ne les a toujours pas honorés. Et on ose demander aux jeunes de banlieue
de respecter la police alors même que l'État n'honore pas les policiers qui ont maintenu l'ordre républicain lorsque cet ordre était menacé au bénéfice du fascisme. Faut pas que je m'embrouille dans les pages. Hein. Et le maire d'Évian, et tant d'autres auxquels on refuse d'honorer la mémoire, en quelque sorte, pour moi, c'est refuser de condamner leurs assassins. Les membres de l'association Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons, seuls, désormais, inlassablement, continueront à perpétuer ici la cérémonie commémorative et à tenter d'obtenir au chef de l'État, de la part du chef de l'État, un hommage que la République doit rendre à toutes celles et à tous ceux qui furent son dernier rempart face à ceux qui ont voulu la renverser par la force. J'en aurai fini en citant la 4e de couverture rédigée par Michel Reynaud à l'intention de Jean-François et de moi-même, mais aujourd'hui, ces mots, je les adresse à toutes les filles et à tous les fils descendants de victimes. Je cite: « Les pages que rédigent ici des fils d'assassinés par l'OAS sont plus encore qu'une mémoire, un livre de notre histoire escamotée. Car le silence fourbit la justice, la forfaiture élève les sanglants exécuteurs, ces héros de pacotille en des martyrs de mensonges. Notre République réassassine les innocentes victimes et nihilise la grandeur de leurs serviteurs. L'honneur de ces hommes qui servirent l'État avec une loyauté, une éthique épiétinée. Les 6 inspecteurs des centres sociaux exterminés, tout comme le commissaire Gavouri massacré, sont les victimes d'un crime imprescriptible. Et si les 2 fils de ces exécuteurs ne s'étaient pas indignés, nul, sinon peu, n'aurait conçu d'annihiler l'hommage à l'insupportable et à l'injustice. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Il manque quelqu'un. Vous avez évoqué sa ténacité, sa pugnacité, son caractère parfois un peu rentre-dedans. Et c'est comme ça qu'il y est parvenu, que vous y êtes parvenu. Dans ce beau jardin du Père Lachaise, dans cet espace dédié à ceux qu'on a mis longtemps à qualifier de guerre. Cette stèle, en 2011, montre tout le chemin parcouru. 99 pour que la guerre d'Algérie soit reconnue comme une guerre. 2012 pour que le 19 mars soit une journée nationale. Et je me souviens, lorsque j'étais au ministère, les pétitions des maires, les rues du 19 mars débaptisées dans des municipalités, des manifestations de 500 drapeaux le 5 décembre à l'Arc de Triomphe. Donc tout cela nous dit de Jean-François Gavouri et de ce que vous faites que rien n'est jamais acquis. Tout est un combat. Vous avez évoqué Pierre Joxe. Au moment où le débat reprend sur la loi parlementaire, je me souviens d'un des premiers 49.3, du premier septennat de François Mitterrand. Il s'agissait de réintégrer dans leur carrière les 4 généraux putschistes d'Algérie. Et François Mitterrand invite Joxe et lui dit: Joxe, vous allez faire ça. Et Joxe lui dit non. Au nom de ce que j'ai vécu, au nom de ce qu'a vécu mon père, non. Mitterrand est très embêté. Comment faire? Joxe lui dit: président, j'ai une solution. 49.3. Voilà. Un des 49.3 de la République qui m'a marqué. Alors,
Le message que je vous adresse au nom de la mairie du 20e, c'est d'abord vous êtes bienvenus ici, à chaque fois, que nous sommes à vos côtés, dans ces moments, et que je partage avec vous la tristesse, et que je partage aussi avec vous la pugnacité. Je vous remercie. Pour les drapeaux, aux morts! Pour les drapeaux, repos!